Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le Dr. Ron Paul, ancien représentant du Texas, candidat à la présidence des États-Unis en 1988, 2008 et 2012, et défenseur d'un gouvernement limité, d'une politique étrangère non interventionniste, d'une monnaie saine et des libertés civiles. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. J'ai toujours été un grand admirateur de votre travail et je vous ai toujours soutenu lors des élections présidentielles. Eh bien, Glenn, c'est un plaisir d'être dans votre émission. Eh bien, j'ai le sentiment que la plupart, sinon la totalité, des choses dont vous avez mis en garde au fil des ans sont désormais évidentes pour tout le monde. La politique monétaire incontrôlée, le déclin des libertés civiles et bien sûr, une armée surmenée et épuisée. Mais lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ma plus grande inquiétude, c'est que nous nous dirigeons vers un grand effondrement qui va tout affecter. Nos libertés civiles, tout le reste. Nous en voyons déjà les prémices. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que lorsque de telles choses se produisent, il y a généralement un glissement loin d'une société qui conservait encore un certain respect pour la liberté individuelle, et nous finissons avec un gouvernement plus dictatorial. Je pense que nous avançons dans cette direction. En même temps, j'essaie de trouver des raisons d'être optimiste. Quand je participe à une émission comme la vôtre, vous parlez à beaucoup de gens, et il y en a beaucoup d'autres comme vous qui font la même chose. Internet m'a aussi donné un outil pour atteindre un grand nombre de personnes. Je pense que notre camp dans ce débat est bien plus présent que nous ne le réalisons, car avec toute la publicité et les informations qui circulent sur Internet, on pourrait croire que nous n'existons presque pas. Mais après avoir beaucoup fait campagne, beaucoup voyagé et parlé à de nombreux jeunes, je garde un certain optimisme, même si je suis conscient du danger que représente une période de transition. Je m'inquiète franchement du crack-up boom, celui dont parlait Mies. Cela pourrait donner à l'opposition l'occasion de prendre le contrôle de notre gouvernement, et j'ai bien peur qu'une partie de cela ne soit déjà en cours. Mais en même temps, je vois encore des aspects positifs qui m'enthousiasment. Eh bien, je suppose qu'un grand problème, c'est que toutes ces questions sont interconnectées. Une fois qu'on est trop engagé en politique étrangère, cela entraîne des problèmes économiques qui ont ensuite des répercussions négatives sur les libertés civiles. Vous avez été un critique de longue date de la Réserve fédérale. Mais selon vous, quels sont les plus grands dangers du système monétaire actuel pour l'économie américaine? Eh bien, c'est la destruction totale du dollar. Et nous faisons cela de manière systématique. Vous savez, on nous avait déjà mis en garde avant 1913 sur ce dans quoi nous nous engagions. Et il n'a pas fallu longtemps après cela pour commencer à voir les problèmes. Au moment où la Fed a provoqué la première dépression, la première chose qu'ils ont faite sous le mandat de Roosevelt a été de récupérer l'or. Et nous n'avions même pas le droit d'en posséder. Cela s'est produit, et cette connaissance nous a été retirée, car le prix de l'or donne un indice sur ce qui se passe. Je pense que les preuves sont très solides. J'ai découvert l'économie autrichienne, probablement dans les années 1950 et 1960, et ils en parlaient déjà. Mies et d'autres étaient là, et j'ai aussi lu Hayek. Il disait que c'était un désordre et que Bretton Woods était inapplicable. Henry Hazlitt l'avait dit dès le jour où ils essayaient de l'organiser. Et vous savez, tout s'est effondré. Alors, le 15 juillet 1971, cela a vraiment fait tilt. Vous voyez? Même si je m'y attendais, ce fut tout de même un choc de voir que cela arrivait réellement. Je me souviens avoir écouté le discours en direct de Nixon un dimanche soir, et à partir de ce moment-là,
J'ai décidé que c'était un sujet intéressant. En fait, un sujet assez important. J'ai pris plaisir à m'y plonger, j'ai commencé à en parler, et avant même de m'en rendre compte, cela m'a conduit à une sorte de carrière politique, qui n'était en réalité qu'un moyen d'attirer l'attention des gens sur le danger de ce que nous faisions à notre système monétaire. En réalité, mon intérêt initial pour l'école autrichienne d'économie et l'achat d'or vient du fait que je vous écoutais, vous et Peter Schiff, au milieu des années 2000. Mais en ce qui concerne une politique étrangère trop étendue, nous menons actuellement cette guerre par procuration contre la Russie, qui devient de plus en plus directe. Une guerre avec l'Iran pourrait éclater à tout moment, en chaos, et même un conflit avec la Chine pourrait se profiler à l'horizon. Je me demandais comment vous percevez l'impact de cette présence militaire mondiale sur la sécurité nationale et la santé budgétaire. Oui, de mon point de vue, c'est une horreur. Vous savez, cela dévore la richesse. Toutes les guerres le font, si elles deviennent de véritables guerres ouvertes. Mais nous voilà en train de nous ruiner nous-mêmes. C'est en grande partie pour cela que nous approchons les 40 000 milliards de dollars de dette. C'est quelque chose de typique des empires. Les empires finissent toujours par trop s'étendre. Ils déploient leurs ailes trop loin et dépensent trop d'argent. Ainsi, la dette et l'expansion de la puissance militaire ont tendance, vous savez, à tout précipiter vers la fin. Et c'est ce que je pense qu'il se passe en ce moment. Mais le jour où cela se terminera, eh bien, personne ne savait exactement quand nous aurions à nouveau la restauration, vous savez, de l'or dans ce pays. Mais cela a suivi l'effondrement de Bretton Woods. Et nous avons de nouveau été autorisés à posséder de l'or, ce que j'ai trouvé très positif. Alors, ce que nous avons, c'est une politique étrangère qui est très très agressive et très très coûteuse. Et le peuple américain est crédule. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens crédules parce qu'ils dépendent du dollar. Mais parfois, quand on regarde les pays avec lesquels nous traitons, on voit, ils deviennent malins eux aussi. Ils commencent peut-être à se protéger contre ce qui nous inquiète, à savoir l'effondrement total du dollar. Et quand on voit l'or passer de 1000 à 5000, peut-être bientôt 6000, il doit bien se passer quelque chose d'important. Et bien sûr, de mon point de vue, qui est de chercher à avoir un meilleur gouvernement. Mon objectif est de tendre vers une société qui permette aux gens de se forger leur propre opinion, de contrôler leur richesse et de contrôler leur vie, tant qu'ils ne commettent pas d'agression. Et c'est ça, Ismangomo, pour dire. Je suppose que c'est ce qui distingue la situation actuelle de la guerre froide. Les adversaires des États-Unis ne sont pas seulement des opposants sur les plans politiques et militaires. Ils commencent aussi à réduire leur dépendance vis-à-vis des instruments économiques de puissance, comme le dollar américain. Mais que répondez-vous aux critiques qui affirment qu'une politique étrangère non interventionniste ne ferait qu'encourager les adversaires et leur permettrait de devenir trop puissants et trop sûrs d'eux? Eh bien, en ce moment, ils m'ignorent totalement, et ils m'ont généralement ignoré quand j'étais au Congrès. Mais derrière tout cela, je pense que nous gagnons du terrain. Les empires doivent être maintenus par le mensonge, vous savez, parce que la vérité devient une trahison dans un empire. L'empire doit exister. Il doit toujours s'étendre. Et nous avons cette situation insensée. Nous en sommes à un budget militaire d'1 billion de dollars et ils prétendent qu'ils vont l'augmenter de 50% et obtenir 500 milliards de plus. Ils cherchent partout, fébriles, parce qu'ils sont intimidés par le fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le marché. Et s'ils renoncent à leur empire, le marché pourrait s'y infiltrer. Donc pour moi, la solution, c'est plus de liberté, moins de gouvernement. Voilà la vision d'ensemble, et c'est difficile.
Mais je ne pense pas que cela vienne des gouvernements. Je ne pense pas que notre Congrès va soudainement devenir intelligent et faire certaines des choses que je demande. Vous savez, ce sera une transition. Je pense que les véritables transitions viennent de l'extérieur de Washington, par l'éducation. C'est pourquoi, même si je ne comprends pas toute la technologie et Internet, je le vois comme un bon outil pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dehors dont nous n'avons même pas connaissance. Je crois en un petit groupe de personnes qui parviennent toujours à sauver quelque chose. Et je pense qu'il est très important. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai mené ces campagnes présidentielles, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens et beaucoup de jeunes s'y intéressaient. C'est ce qui m'a enthousiasmé. Si j'allais dans une université libérale, je pourrais rassembler des milliers de personnes, des jeunes, des étudiants, des lycéens. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. Mais bien sûr, cela fait partie de toute l'histoire. Il y a toujours de la concurrence. En ce moment, le combat oppose les autoritaires qui veulent conserver leur pouvoir, et ils le font en mentant et en essayant d'étendre leur empire. Mais je pense que cet empire est très fragile, et le dollar le reflète. Tant que l'on peut le constater, nous continuerons à aller dans cette direction. Le danger, cependant, réside dans le pouvoir politique, dans l'ampleur de ce pouvoir et dans les dégâts qui seront causés pendant la transition. C'est pourquoi il est si important qu'il existe un groupe de personnes qui continuent à grandir et à diriger en comprenant ce que signifie réellement la liberté. Je pense que nos fondateurs nous ont donné un très bon exemple de nos responsabilités. Mais les personnes qui perçoivent un peu ce dont nous parlons se découragent parfois. Et je ne pense pas qu'ils devraient l'être, simplement parce que cela existe depuis si longtemps. Je pense qu'ils devraient être conscients et motivés. Une chose que je dis à une foule, si je leur parle et qu'ils semblent enthousiastes à ce sujet, c'est « Si vous commencez à comprendre cela et que vous croyez vraiment en la question de la liberté, alors je crois que vous avez personnellement une plus grande responsabilité d'en parler. Parce que les autres sont dans une zone neutre. Et ce n'est pas pour les forcer, ni pour prendre le contrôle du système scolaire, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais je pense que les individus qui disent « Je pense que le message de la liberté est juste et j'aimerais y participer » ont chacun leur propre manière de le faire. Ce que vous faites et ce que je fais ne seront pas identiques, mais l'objectif est le même. Diffuser le message de la liberté. J'ai la même impression, surtout chez les jeunes, qu'ils reconnaissent que les choses ne vont pas dans la bonne direction, mais qu'ils voient les autorités défendre essentiellement la même ligne. C'est pourquoi je pense qu'un message nouveau ou rafraîchissant comme le vôtre est toujours très bien accueilli. Mais vous avez mentionné que l'Empire est fragile. Un instrument clé de cet empire semble avoir été l'expansion et l'interventionnisme de l'OTAN. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN? Car pour la première fois, il semble que son avenir soit incertain. Les États-Unis paraissent plus enclins à la reléguer au second plan. Pensez-vous que les jours de l'OTAN soient comptés? Et quel est, selon vous, son objectif aujourd'hui? Eh bien, leur objectif est de conserver le pouvoir, d'être politique et de faire partie de l'Empire. Mais ce n'est pas viable, donc cela s'autodétruira. Et je pense que ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas efficace. Même Robert Taft s'opposait à l'entrée dans l'OTAN. D'un point de vue libertarien, c'est simplement davantage de grands gouvernements, vous savez, qui retirent les choses des mains de la décision personnelle et individuelle. Donc je pense que c'est une question très importante. Mais je ne crois pas que nous ayons besoin de l'OTAN. Je pense que notre administration a fait un peu de bien en soulignant certaines des choses stupides que l'OTAN a faites et que nous ne devrions pas faire, A, B et C. Mais je ne pense pas que ce soit toute la réponse.
car ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de compréhension. Je pense que les gens qui se plaignent, les néoconservateurs qui se plaignent aujourd'hui de certains aspects de l'OTAN ou de notre administration, veulent simplement diriger les choses tout seuls, et ils veulent se débarrasser de l'ancienne moitié. Mais nous devons, ou du moins j'ai le sentiment que nous devrions, défendre l'idée que le collectivisme et les gouvernements et le fait de les associer à la Société des Nations, aux Nations Unies, à l'OTAN, tout cela est politique. Et nous devrions nous rassembler parce que nous croyons en quelque chose qui est, d'une certaine manière, très sacré. La liberté individuelle et la responsabilité personnelle, qui crée ensuite un système où il n'existe rien d'autre que de l'argent honnête. Au lieu de cela, nous avons aujourd'hui un système de nihilisme. Il y a un grand nombre de personnes qui ne croient même pas qu'il soit possible de trouver la vérité. Ainsi, ceux qui croient en la liberté et ceux qui sont nihilistes s'affrontent réellement, car les nihilistes ne croient pas en la loi naturelle. On ne peut pas mentir, tricher, voler ou tuer. Mais si des individus, si un nombre croissant de personnes, croyaient en cela et le mettaient en pratique, le monde connaîtrait la paix. On ne peut pas mentir, mais les gouvernements mentent tout le temps. L'autre principe que nous devons changer, c'est le fait que les gouvernements réglementent les gens. La plupart des gens savent que, en tant qu'individus, nous ne sommes pas censés mentir, tricher, voler ou tuer, et ils essaient de s'en abstenir. Mais personne ne souligne vraiment le fait que c'est ce que font les gouvernements. Ils mentent, ils trichent, ils volent, ils tuent et ils déclenchent des guerres. Tout cela forme un ensemble où les gouvernements causent bien plus de tort que les individus malfaisants qui commettent ces actes isolément. Bien sûr, c'est une question morale. Nous sommes financièrement en faillite, mais nous souffrons aussi d'une faillite morale. C'est le manque de foi en la loi naturelle face au nihilisme. L'attitude dominante, c'est « il suffit de bâtir des empires et ils s'occuperont de nous ». Le défi est donc là, il n'est pas nouveau. Mais je cherche des signes d'optimisme, et il y en a quelques-uns. Et j'essaie de participer à ce que je pense que nous devrions faire. Ma dernière question est de savoir comment vous évaluez les performances de l'administration Trump. Vous et moi avons parlé il y a environ un an, et à ce moment-là, il y avait une réduction du financement de l'USAID, et de certaines ONG liées aux agences de renseignement, comme le National Endowment for Democracy. On parlait alors de réduire l'excès de bureaucratie, peut-être d'auditer l'armée ou la réserve fédérale, et ainsi de suite. Une partie de cela n'a pas abouti. Mais quelle est votre évaluation globale de la première année de la deuxième administration Trump? Je pense qu'il y a plus de paroles que d'actions, et que les actions n'ont pas résolu le problème. C'est vraiment ça. Beaucoup de choses ont été dites, surtout sur ce qu'il faudrait faire, comme réduire. Mais, vous savez, prenons par exemple l'objectif de supprimer le ministère de l'Éducation et de confier l'enseignement aux collectivités locales. Cela a été dit, puis annulé. Ils ont fini par organiser récemment un vote et ils ont donné plus d'argent au ministère de l'Éducation. Donc rien ne change vraiment. Et je pense qu'il y a des gens, certainement beaucoup de gens, qui restent déterminés et bien intentionnés. Mais même si c'est bien intentionné, ça ne fonctionne toujours pas. Nous n'avons pas réduit. Et je ne pense pas que ce sera facile à réduire. C'est pourquoi je ne crois pas que Washington soit la solution. Parce que si j'arrivais au pouvoir, et que j'avais des pouvoirs dictatoriaux pendant une semaine, et que je réduisais le budget de 10%, ou que je disais que la Réserve fédérale ne peut plus acheter de dette publique, ce serait révolutionnaire. Il y aurait tellement de sanctions, les gens ne coopéreraient pas. Parce qu'ils doivent comprendre pourquoi certains pensent qu'on résout l'inflation
en leur envoyant plus d'argent pour qu'ils puissent payer leurs factures. Des gens m'ont dit, « Que veux-tu que je fasse contre l'inflation? Envoie-moi plus d'argent. J'ai besoin de plus d'argent sur ma fiche de paye. » Et j'ai répondu, « Oui. Mais, tu sais, c'est bien ça le problème. Tout repose sur le fait d'imprimer toujours plus d'argent. Il faut changer de philosophie. Il faut arrêter les dépenses. Il faut remettre en question l'État-providence. Il faut remettre en question le complexe militaro-industriel. Mais vous dites, eh bien, cela semble impossible. Non. Il y a une similitude, d'une certaine manière, entre ce que nous faisons et ce que font les marxistes. Ils veulent le chaos. Ils veulent que cela arrive. Nous ne voulons pas le chaos. Mais si cela se produit, cela pourrait nous donner l'occasion de dire qu'il existe une solution à cela. Les marxistes veulent le chaos parce qu'ils veulent pousser les choses dans la direction opposée, vers un pouvoir plus dictatorial. Et c'est un problème d'éducation. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un groupe d'enseignement à domicile. Donc, je vais parler à quelques personnes, mais ce sera à propos de l'éducation. J'aime discuter avec des gens comme vous, et je n'ai aucune idée, vous ne savez peut-être même pas combien de personnes vous influencez. C'est donc là. Et je crois que lorsque le moment est venu pour une idée dont le temps est venu, même des armées ne peuvent pas l'arrêter. Et je pense que c'est vrai. Les idées sont très importantes. Je repense à ce qui s'est passé pendant le COVID. Les gens se sont enfin réveillés et ont dit « c'est insensé ». Et vous savez, tout cela s'est finalement dissipé et ils ont arrêté ces folies. Donc il s'agit simplement de mobiliser les gens et de leur faire comprendre. Et pour moi, c'est d'abord une question morale et éducative. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les idées peuvent être très puissantes. Vos idées politiques continuent de gagner en popularité et je suis également heureux de voir votre fils, le sénateur Rand Paul, poursuivre votre héritage en promouvant le bon sens, dirais-je. Cela me donne un peu d'espoir. Alors merci beaucoup pour votre temps et pour votre travail. Très bien. Merci de m'avoir à nouveau invité.